Mesdames, Messieurs, bonjour. Nouvelle édition d'Euromag, une émission qui a pour ambition et pour objectif de créer un lien entre l'Europe et l'Afrique de manière globale, mais particulièrement avec l'Afrique du Nord. De ce côté-ci de la Méditerranée, on croit dur comme fer que seul un Maghreb intégré peut répondre aux défis de la globalisation, seul un Maghreb intégré peut faire face aux défis du chômage et de l'insécurité, seul un Maghreb intégré peut juguler l'immigration clandestine en fixant les populations dans leur territoire. Seul un Maghreb intégré peut lutter efficacement contre le trafic de drogue et les activités qui en découlent naturellement, telles le terrorisme et les prises d'otages et les tentatives de déstabilisation. Mais il est bien évident que l'actualité nous rattrape et nous impose d'avoir un regard et de projeter nos caméras sur les crises actuelles. Aujourd'hui, la crise ukrainienne a évacué la crise syrienne et donc avec nos invités, nous allons tenter de vous donner un éclairage sur la situation, quels sont ses dangers, quelles pourraient être les voies ou les options pour une sortie de crise. Euromag reçoit aujourd'hui Anna Vandensky, journaliste russe, accréditée auprès des institutions européennes depuis de nombreuses années. De l'autre côté, M. Frank, ancien eurodéputé allemand du groupe des Verts. Je vais vous demander de vous présenter, M. Frank Schwalba-Haute. Oui. Bonjour. Il y a 30 ans, j'étais le premier député des écolos allemands ici au Parlement européen. Après, j'ai géré le bureau européen de Greenpeace. Et j'ai accepté entre 1996 et 2002 pour la Commission européenne d'avoir un bureau à Kiev. Et dans ce cas, j'ai suivi depuis lors assez intensivement le développement dans ce pays. Merci. Anna. Bonjour, je suis une journaliste d'origine russe, je suis journaliste politique, je suis spécialisée en relations entre la Russie et l'Union européenne et ça fait 10 ans que je travaille ici à Bruxelles. Je rappelle que nous avons l'honneur d'avoir notre directeur Beur TV Europe, M. Amin Lotfi Hashmi, qui est présent avec nous aujourd'hui. Merci et très honoré d'être à côté de vous donc, sur votre plateau Euromag, à qui je souhaite un bon vent. Et puis bien sûr, je rappelle que ici je suis là pour défendre toujours la politique, l'économie, le sport et la culture par rapport justement à nos Européens d'origine maghrébine, à qui nous disons que le 25 mai c'est une date très très importante et qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'il faut aller voter justement pour le meilleur candidat qui pourrait aussi défendre nos voix. Ok, on va rappeler la situation en Ukraine. L'Union européenne a cherché à étendre ses relations avec l'Ukraine depuis 1990, au-delà de la coopération pour aller vers une intégration économique et un approfondissement des relations politiques. L'Union européenne a émis également sa volonté de se rapprocher de l'Ukraine via un accord d'association. Rappelons qu'en 2012, l'Union européenne signe des accords de libre-échange et d'association politique avec l'Ukraine, mais les dirigeants européens déclarent que ces accords ne seront pas ratifiés tant que l'Ukraine ne répond pas aux préoccupations concernant la détérioration de la démocratie et de la primauté du droit ukrainien, en faisant référence notamment à l'emprisonnement des opposants, Yulia Tymoshenko et Yuri Lutsenko. Les choses ont évolué depuis. Et l'Union européenne avait invité l'année dernière le président déchu Viktor Yanukovych à Vilnius pour ratifier ces fameux accords. Le président ukrainien a refusé de les signer et cet acte a été le déclencheur de la crise que connaît l'Ukraine aujourd'hui. Une opposition pro-européenne s'est formée contre Yanukovych et a finalement pris le pouvoir. On a accusé la Russie de faire pression sur Kiev pour le faire changer d'avis, notamment en restreignant certains produits et en revoyant les prix du gaz. Moscou craint en effet que cette union se fasse à son désintérêt, alors que Vladimir Poutine ambitionne en même temps un rapprochement avec les pays anciennement soviétiques. Vu de Bruxelles, l'Union européenne a choisi son parti très rapidement en soutenant l'opposition ukrainienne. Certains experts affirment que ceci n'a pas facilité les choses. Avec nos invités, nous allons tenter de répondre à quelques questions. Alors d'abord, je me retourne vers notre spécialiste Anna Vandensky, qui est russe et donc qui est concernée de manière relative par rapport à cette crise. Alors Anna, une première avis sur cette crise ukrainienne. Tout d'abord, à mon avis, ça a été très dangereux dès le début de nier le président Yanukovych, qui est le président élu démocratique, de prendre la décision qui était vraiment la décision légale parce qu'elle n'a pas cassé la loi, il a pris la décision qu'elle a considérée la décision responsable et qui, disons, était aux intérêts économiques des pays déjà très fragilisés par 30 milliards de dettes. Donc elle a dit que ce développement si rapide avec l'Union européenne peut endommager les intérêts du sud-est du pays parce que là, toute l'industrie était liée à Russie.
désolé, mais chaque fois, par exemple ici, quand le président prend la décision impopulaire, on ne peut pas arranger les coups d'État. Parce que si vous regardez, par exemple, maintenant en France, le président Hollande, il a presque 20% des sympathies de ses concitoyens. Mais quand même, il ne commence pas à organiser les coups d'État. Donc, dès le début, la situation était, disons, antidémocratique parce que les évolutions d'événements à Kiev elles concernaient les gens qui vécu à Kiev, mais pas 45 millions d'électeurs dans tout le pays. Donc ça a été le coup d'État, ça a été la révolution qui n'était pas acceptée par les gens du Sud. Et maintenant, on voit la situation qui est vraiment très dangereuse, encore plus dangereuse, parce que les gens qui prient au pouvoir à Kiev, ils ont envoyé les chars pour calmer la population qui sont déclarés les terroristes. Quand Kadhafi a fait presque la même chose, l'OTAN a intervenu. Ils ont envoyé les troupes pour calmer la situation. Mais bon, maintenant l'Union européenne a pris la partie des gouvernements qui est autoproclamé et qui a pris la décision de supprimer les protestes tout à fait légales de la population parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions et la politique des pouvoirs révolutionnaires. Bien, merci Anne. Mais Monsieur Frank Schwalba-Haut, voilà, j'arrive à le prononcer correctement. Donc du point de vue, on sait que l'Allemagne déjà a une position un peu ambiguë parce qu'elle condamne d'une part les menaces russes et d'autre part, elle a 6000 entreprises qui ont des liens économiques très forts avec la Russie. Alors le point de vue de M. Frank Schwalba-Haut, ancien eurodéputé. Non, c'est un malentendu. Je ne suis pas ici comme Allemand. Je suis un citoyen européen et aussi un citoyen global. Pour ça, je ne suis pas ici pour défendre quelques intérêts allemands. On est toujours tenté de croire quand tu es confronté avec un pays, ça c'est un pays homogène. Mais on voit souvent que ce n'est pas vrai. Turquie, les Turcs et les Kurdes, en Syrie, plein des autres groupes, en Allemagne, même en Belgique, les Flamands et Wallons, ça on ne voit pas nécessairement de l'extérieur. Et mon expérience en Ukraine, c'est que c'est depuis longtemps, il n'y a pas le grand amour entre les ukrainophones et les russophones. Il y a des tensions, il y a des dépendances entre l'Ukraine et la Russie. Par exemple, beaucoup des armes russes utilisées en ce moment ou massées à la frontière ont été produites en Ukraine, dans la même région où il y a maintenant des conflits. Dans ce cas, il y a des sentiments en bas de la table qui ne sont pas toujours positifs. Et l'Ukraine, ce n'est pas un petit pays. C'est un des plus grands pays par grandeur et par population en Europe, avec 45 millions de gens. Et nous, l'Union européenne, n'a pas eu une politique très cohérente et très long terme envers ce pays. On a proposé cet accord et on est toujours un peu frileux de traiter avec des problèmes des affaires étrangères. Pourquoi? Car les États membres de l'Union européenne veulent avoir leur influence aussi. Je crois que c'est important de faire une analyse et de regarder la propagande de l'un côté et l'autre côté aussi. Les deux côtés utilisent la propagande, mais je crois que la chose la plus importante, et j'espère qu'à la fin de notre entretien on va y aller, qu'est-ce que c'est une sortie de la crise? Qu'est-ce que l'Union européenne et la communauté internationale et les Maghrébiens doivent proposer pour que ça ne pas éclate en une guerre terrible? Amine, donc, du point de vue, donc, avec du recul, puisque vous avez un regard différencié, puisque disons qu'on n'est pas impliqué dans cette crise, bien que par ricochet, ça pourrait atteindre d'autres pays. Ce regard un peu avec le recul sur cette crise ukrainienne. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Union européenne nous a habitués à discuter, comme vous avez dit, avec des gouvernements. Donc pas avec des groupuscules ou des terroristes, parce qu'il faut quand même reconnaître certains partis en Ukraine ont plutôt une certaine tendance guerrière.
Pour nous, en tous les cas, il est clair que l'Algérie est impliquée. Car aujourd'hui, l'Algérie est un ami de la Russie. Mais l'Algérie aussi a des accords avec l'Europe. Et justement, je peux vous le rappeler, ça fait une dizaine de jours, nous l'avions déjà annoncé. On demande à l'Algérie d'augmenter un petit peu ses ventes par rapport à l'Europe en termes gaziers. On sait très bien que la Belgique n'achète plus de gaz à l'Algérie depuis 2006. Exact. Mais aujourd'hui, il y a une ruée. D'ailleurs, M. Barroso était venu en Algérie pour ça. M. Didier Reynders est venu aussi pour ça. Et aujourd'hui, la France commence un petit peu à regarder les gaz où je suis, dans la région de Adrar, où nous avons, en quelques mois, vu la présence de 4 grands groupes qui sont venus aujourd'hui prospecter le gaz. On parle du gaz conventionnel. Mais je rappelle que pour nous, le premier problème qu'il y a eu en Ukraine, c'est la recherche, la prospection du gaz de schiste par des sociétés américaines. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi conscients, par ricochet aussi, parce que tout le monde veut exploiter aujourd'hui le gaz de schiste présent dans le sud algérien, où on sait qu'il est vraiment important. Mais nous avons une peur, puisqu'on parle aussi termes d'écologie et d'eau, c'est que dans le désert, on a de l'eau, mais si demain on commence à exploiter le gaz de schiste, on va avoir des gros problèmes pour notre nappe phréatique. Donc aujourd'hui, pour le Maghreb, tout ce qui se passe dans les pays ex-soviétiques, et surtout l'Algérie, c'est directement une implication politique, économique. Donc aujourd'hui, pour nous, on est très triste de ce qui se passe en Ukraine. Parce que ce qui se passe en Ukraine risque de se repasser chez nous, comme il s'est passé en Libye. La crise s'aggrave donc en Ukraine et on voit d'ailleurs que l'OTAN dernièrement ils ont annoncé qu'ils envisageaient probablement une présence militaire dans les pays de l'Est. Est-ce que ça vous inquiète, Anna Van? Oui, bien sûr, ça m'inquiète, mais je suis très reconnaissante à notre collègue qui a touché le sujet principal, parce qu'on parle tellement de l'Ukraine, parce que c'est le pays transitoire pour le gaz russe, parce qu'il n'y a pas de voie en direct, il y a les voies maintenant via la mer Baltique, mais ce n'est pas si considérable. Et maintenant, toujours depuis l'époque soviétique, c'est la provenance des gaz à l'Europe est sécurisée par les gazoducs qui passent par l'Ukraine. Le problème que tu as touché, qu'il y a les russophones. Je veux préciser, ils ne sont pas les russophones, ils sont les Russes. Parce que l'État, il y a 10 millions de gens russes, ethniquement russes, qui habitent en Ukraine. Ils ont un passeport, mais ils ont un passeport ukrainien. Et ils sont ethniquement russes. Comme ici, il y a 2 communautés. Il y a la communauté flamande et la communauté, laisse-moi terminer s'il te plaît, la communauté francophone, mais ils sont des ethnies différentes. Donc, il y a les francophones qui viennent d'origine française et les flamands. Là aussi, l'État ukrainien était créé, c'est un nouveau État. Ça a été créé par Lénine parce que ça n'existait avant plus jamais. Il était créé dans les contextes politiques différents, avec les territoires, avec les peuples différents. Donc, c'est-à-dire, ça a été créé par Lénine, ça a été créé par Staline, parce que la Galice était annexée avant la Deuxième Guerre mondiale par Staline, et finalement, c'est Khrouchtchev qui donnait comme un cadeau les Crimées. Bon, c'est le pays extrêmement complexe des débuts. Et les Russes ont proposé la solution qui me semble raisonnable, de laisser passer les gazoducs South Stream, les gazoducs du Sud, afin de délivrer le gaz en direct de la Russie vers la mer Noire, à Bulgarie, à l'Union européenne, pour aider aussi les pays du Sud, comme l'Italie, comme la Grèce, etc., de développer ces industries. Mais maintenant, à cause des situations politiques, parce que l'Europe elle est tellement ravie de résoudre ces problèmes des natures différentes, économiques, financières, ils sont tellement ravis de vraiment diviser l'Ukraine, parce que cette politique qu'il y a deux côtés, c'est grâce aux Européennes. Parce que si tu regardes, quand la situation en Libye était critique, ils ont dit à Kadhafi, non, on ne peut pas tirer sur les gens. Mais maintenant, ces moments à Slaviansk, à Lugansk, c'est les gens, les civils qui sont tués parce qu'ils ont déclaré les terroristes. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique des
Maintenant, c'est gouvernement autoproclamé. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils sont pro-russes, ils sont les Russes, ils ont vécu depuis toujours là, et ils ont les droits de s'exprimer. Oui, Franck, Ça, c'est merveilleux. Je n'ai jamais écouté ça, que l'Ukraine a été créée par Lénine et Staline. Ça, c'est pour moi totalement la propagande. Mais la chose la plus importante pour contredire, c'est la question de la nationalité. Ici, en Belgique, en Allemagne aussi, et dans tous les pays de l'Union européenne, on est archi heureux d'avoir la notion de la nationalité liée au passeport. Belgique, il y a pour Premier ministre des parents italiens. Joël Miquel, ministre de l'Intérieur, grands-parents espagnols. Personne ne va dire ce sont des Italiens ou des Espagnols. La chose importante, la couleur du passeport, c'est la chose importante. Et les russophones à la frontière de l'Est de l'Ukraine sont des Ukrainiens. Ils ont un passeport ukrainien. Et un Algérien ici, ou un Marocain, maghrébin, qui a demandé le passeport belge, il est pour moi un Belge. Avec des parents, ça ne m'intéresse pas. Et je crois qu'il faudrait arrêter de regarder qu'est-ce que c'était le lieu de naissance, la nationalité des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Non. Quelqu'un qui a un passeport ukrainien est ukrainien. Il doit participer au jeu démocratique dans le pays. Et pour moi, c'est impossible. Quand je suis fâché avec la capitale, je prends une arme et j'occupe la mairie. J'occupe un bâtiment de l'administration. Écoute, ça c'est l'anarchie dans le sens négatif. Ça ouvre la porte à des situations comme en Libye avec des milices qui disent « j'aime pas le ministère, j'aime pas ce ministère, j'aime pas le président ». Premier ministre qui font des choses avec les armes eux-mêmes. Non, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, ça veut dire, quand tu es contre une décision dans la capitale, tu peux protester, mais tu peux prendre des armes et occuper des bâtiments. Ça, c'est inacceptable. Franck, pardon, mais là, c'est un problème politique. Parce que là, il s'agit de deux théories qui se confrontent pratiquement. Il s'agit donc de l'intangibilité des frontières, de un, et de deux, il s'agit aussi du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Deux théories. D'ailleurs, on l'a vu dans le cas de la Serbie, avec le Kosovo, où là, l'Union européenne a applaudi la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo. Elle n'a rien dit, alors que dans le cas de la Crimée, qui est exactement le même exemple, il n'y a pas un autre exemple, elle a crié au loup et elle a condamné. Donc, il y a cette approche qui me gêne. Les gens responsables, il dit, en Europe, étaient contre la prise des armes des Kosovars. Quand les résultats étaient là, on a dit d'accord, on devait maintenant accepter. Tout à fait. Mais une partie de la population, quand elle est mécontente avec la capitale, n'a pas le droit de prendre les armes contre le gouvernement dans la capitale. C'est impossible, ce n'est pas démocratique, c'est scandaleux. Juste avant de revenir chez toi, Anne, je voudrais demander à Amine cette différence entre l'intangibilité des frontières et justement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors deux choses. Ici, nous sommes au cœur de l'Europe.